Salut Mathieu. Salut Christian. Hey, on a eu vraiment une belle rencontre avec Claude Couture, qui est inspecteur en bâtiment pour sa propre compagnie Inspection Pro Solutions. Ça fait environ 10 ans que Claude est propriétaire de son entreprise. Puis je pense que ça a paru... Oui. C'était super intéressant. Donc, comme on l'a mentionné dans l'épisode numéro 1, Claude est venu nous parler des... on avait dit 10, là, mais on en a un peu plus que ça finalement. Les 10 et plus problématiques les plus récurrentes là, lors de ces inspections en bâtiment là, ici en Estrie. L'objectif de notre épisode avec Claude, en fait, c'était de démontrer à soit toi, si tu es un acheteur ou un vendeur, du côté de l'acheteur, comment déceler certains points quand on va aller visiter une propriété avant même là, que Claude ou un autre inspecteur vienne avec vous revoir la propriété. Il y a plusieurs points qui vont être faciles là, pour toi, en fait, de remarquer sur une propriété, des points qui pourraient éventuellement être problématiques sur la maison. D'un autre côté, si tu es un vendeur ou tu penses à mettre ta maison éventuellement en vente, Christian, moi, on va en parler aussi là, durant un prochain épisode, mais c'est bien important d'aller faire le tour de la maison, écouter l'épisode, aller revoir là, les points que Claude là, a fait allusion là, lors de l'épisode. Puis il y a plusieurs choses qu'on va être capable de venir corriger si on est un vendeur là, avant de mettre la maison en vente pour faciliter le processus. Là. Exact. Alors, bonne écoute. Salut Claude. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Donc, tu nous as présenté, tu nous as préparé, dans le fond, plusieurs points des problématiques récurrentes sur le bâtiment. Oui, exactement. On a vraiment là, préparé une petite liste là, différente au niveau, entre autres, de la structure, de l'enveloppe, les balcons, l'intérieur, l'électricité. Donc, des points qui reviennent fréquemment là, sur ces points-là. Parfait. Donc, commence par une des... Lance-toi. Oui, c'est ça, bien, exactement. Parfait, on y va. Le premier gros point, la section structure. Donc, c'est toujours un des points là, qui est quand même assez important là, en inspection. Donc, on a relevé des choses qui reviennent fréquemment. Le premier point, c'est souvent des fissures au niveau des fondations. Donc, des fissures, bien qu'on n'aime pas dire que c'est normal, on en a sur pratiquement tous les bâtiments. Ça va toujours être la forme, la nature, la position de la fissure qui va déterminer si on peut être en réparation préventive, si on est en réparation urgente ou si, au besoin même, voir une expertise lorsqu'on pense que c'est une fissure qui peut être structurelle. Je pense que, dans le fond, l'épaisseur de la fissure, c'est ce qui détermine un peu l'urgence. En fait, ça peut être autant, comme on disait, la largeur, mais si on a un cisaillement, donc un mouvement latéral des fondations, si la fissure, au lieu d'être linéaire, droite, va être plus oblique ou horizontale, donc c'est tous des signes d'une problématique qui peut être différente. Donc, c'est ce qui va déterminer si c'est vraiment l'urgence ou voire même qu'on consulte un professionnel. Quel problème ça pourrait créer si quelqu'un ne vient pas réparer la fissure à temps là, sur sa bâtisse? Les risques les plus grands au niveau des fissures, nonobstant le mouvement de structure, si c'est une fissure structurelle, on parle vraiment d'infiltration d'eau. Donc là, à partir du moment qu'on a une infiltration d'eau, bien là, ça peut être la dégradation des composantes intérieures au niveau du bois, la formation de moisissures, etc. Puis évidemment, si on parle d'une structure qui est plus structurelle, c'est pas celle qu'on voit le plus fréquemment, mais ça arrive, puis on est là pour relever ces points-là. Bien, à ce moment-là, évidemment, c'est des mouvements, des tassements qui peuvent avoir une répercussion sur le reste de la structure là, au niveau du bâtiment. OK. Excellent. Bon. Deuxième point au niveau de la structure, mais là, on n'est plus dans la base, on s'en va plutôt en haut dans le grenier au niveau des combles. Chose qu'on voit très, très fréquemment, c'est vraiment au niveau des cernes, au niveau des infiltrations d'eau, principalement au niveau des nous, sur le bord de la cheminée. Donc, tout ce qui va avoir ce qu'on appelle une émergence, quelque chose qui traverse la toiture, c'est les endroits qu'on a beaucoup là, de signes souvent passé. Ça ne veut pas dire qu'on a l'infiltration d'eau active au moment de l'inspection. Si on a un bâtiment plus âgé, bien, ça se peut que ça fasse 40 ans qu'il y a eu de l'eau, mais nos composantes de bois ont bu l'humidité. Et là, on va voir nos cernes, on sort nos détecteurs d'humidité, puis on va pouvoir le valider si c'est actif ou non. Si on se rend compte, excuse-moi, Vas-y, si on se rend compte que justement, il y a une eau qui a été mal posée ou quoi que ce soit comme ça,
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut régler ce problème-là une fois que ça a été mal posé, mal installé? En fait, le cerne va être le résultat d'une problématique. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment, si, par exemple, on a vraiment de l'humidité à l'intérieur, mais d'emblée, il faut faire une réparation. Donc, on va faire appel au couvreur pour vraiment déterminer la cause exacte. C'est-tu la position des composantes? C'est-tu le bardeau qui est en fin de vie? Okay. Et par la suite, oui, on va vraiment s'assurer qu'il n'y ait plus d'eau qui rentre, qu'on a une saine gestion. Souvent, si on a juste un cerne très léger, on ne procédera pas au remplacement de la composante de bois au complet du revêtement, sauf des fois rendu vraiment au remplacement de la toiture complet. C'est sûr que si c'est fortement dégradé, oui, à ce moment-là, on va procéder au remplacement aussi du support de couverture. Okay. Souvent, les acheteurs vont se demander ça coûte combien réparer telle ou telle chose, là. Donc, est-ce qu'en tant qu'inspecteur, tu es en mesure de donner une idée aux gens, vous en avez pour 5 000 $ ou 10 000 $? Le rôle premier de l'inspecteur va être de déterminer s'il y a une problématique ou non. On ne devrait pas s'avancer au niveau des coûts. C'est sûr qu'avec l'expérience, avec le temps, il y a des réparations qui sont très, très fréquentes. On peut donner un petit à peu près, mais on va toujours mentionner sous toute réserve, consulter un professionnel. C'est sûr que si c'est un remplacement de chauffe-eau, on le sait pas mal que c'est de temps en temps, puis on ne se trompe pas. Quand c'est des problématiques plus importantes, il peut aussi avoir des causes autres qu'on n'a pas identifiées, que le professionnel va le faire, va l'identifier, puis des fois, est-ce qu'il y a du dommage plus caché que ce qu'on était capable de voir? Donc, c'est sûr que tout ça va jouer sur le coup. Mais le rôle premier de l'inspecteur va être vraiment de déterminer s'il y a une problématique ou non, puis ensuite de lever le bon drapeau de vérification ou de pousser plus loin une investigation. Tu l'as mentionné, là, on était dans les combles, donc tu as mentionné que ce serait probablement le couvreur qu'on ferait venir dans cette situation-là pour étudier le dossier. Oui, dans le cas vraiment, là, souvent là, d'une infiltration, on sait que ça vient vraiment de l'enveloppe, donc souvent dans ce cas-là, on va parler comme couvreur. Un autre point qui peut arriver... pas nécessairement dans les plus fréquents, mais tant qu'être dans cette section-là, ça arrive des fois qu'on va ouvrir la trappe, puis on a beaucoup de moisissures au niveau là, de taches noires et tout ça. Ça, à ce moment-là, c'est un autre professionnel, ça ne sera pas un couvreur, et ça va toujours être important de découvrir la cause exacte. Est-ce que c'est un problème de ventilation, d'isolation? Donc, il y a multiples causes, mais ça fait partie des choses qu'on peut voir, pas à toutes les semaines, mais assez régulièrement, une fois ou deux par mois. Là. Donc, au niveau vraiment là, de la structure comme telle, évidemment, il y en a un paquet d'autres. On essaie vraiment d'y aller sur les dernières années, les points qui reviennent le plus. Puis d'une région à l'autre, d'un style de bâtiment à l'autre, ces points-là peuvent se présenter ou non. On parlait des fissures de fondation, mais sur un bâtiment centenaire avec de la pierre, ça ne sera pas les mêmes problématiques. Non. Mais on a un petit peu moins d'inspection de bâtiment centenaire qu'un bâtiment avec une fondation en béton. Donc, on y va un petit peu comme ça. Second point qui est quand même assez important, c'est tout ce qui est notre enveloppe, notre revêtement extérieur. Hein. Donc là, on a fait la base, on est allé un petit peu dans le grenier, on fait le tour de la maison à l'extérieur. On a quand même certains points qui sont très fréquents, très récurrents, qui reviennent là, au niveau des problématiques. Je vous mentionnerai que le point numéro 1, quelque chose qui a été longtemps mal compris, c'est vraiment l'installation de tout ce qu'on appelle, on va dire un terme technique, les solins. Tout ce qui est gestion d'eau. Donc, un solin peut être une tôle qui est pliée, par exemple, en haut d'une fenêtre pour permettre l'évacuation de l'eau s'il y a une infiltration au niveau de notre enveloppe. Donc, souvent, sont absents. Sont présents, sont calfeutrés, sont présents, mais ne sont pas installés à la bonne place. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, 7-8 fois sur 10, revient dans nos inspections. Est-ce qu'on est obligé de refaire tout ça si l'armée est mal installé ou... Bon, en inspection, on va toujours recommander que ça devrait être corrigé pour diminuer notre risque. Évidemment, si la propriété elle a 70 ans, à l'époque, il n'y en avait pas nécessairement, ou est centenaire, c'est une maison récente, c'est sûr que si c'est un 2015, non, c'est un vice de construction, de conception. À ce moment-là, oui, c'est toujours recommandé de le corriger. Plus on va avoir un revêtement qui va être sensible à l'humidité, plus c'est ou un revêtement de bois, un revêtement qui est putrescible, plus c'est important d'avoir vraiment une saine gestion là, de l'eau et au niveau des solins. Il y a des revêtements comme le vinyle, que ça va se travailler beaucoup plus facilement en plein été. On peut l'enlever, on peut le faire corriger plus facilement que si on a un beau revêtement de bois, là, par exemple. Puis qu'est-ce que ça pourrait créer comme problème là, si, par exemple, c'est mal fait, puis il y a de l'eau qui semble s'infiltrer là, à l'arrière de la fenêtre, là? En fait, au niveau de... On est moins en infiltration, mais qu'on a notre eau qui stagne. Donc, c'est sûr que sur un plein pied, on a un petit peu moins de risque quand le haut de la fenêtre est vraiment protégé par la corniche que si on a une maison à étage, que là, on a une fenêtre en haut, on a une fenêtre en bas. Donc, si on a une infiltration par la fenêtre de l'étage, c'est que là, on n'a pas nécessairement de sortie. Donc, lorsqu'on n'en a pas du tout, le risque au niveau de l'eau, c'est toujours la même chose, c'est que notre eau stagne, notre eau réussisse à se frayer un chemin au niveau de la cavité murale, puis là, on dégrade les composantes,
moisissures, etc. Il y a toujours un risque qui est calculé par rapport à ça, mais c'est sûr que dans un monde idéal, on corrige. On y va avec le temps, on y va des fois, on dit on va changer nos fenêtres dans 2 ans, on peut garder le tout très, très étanche en attendant partout, on en profite pour le corriger quand on va être dans nos travaux. Ouais. Chaque situation va être vraiment différente là, à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'on part en peur? Non, c'est fréquent, mais il faut vivre avec le risque et ou le budgéter. Il faut être à l'aise avec ça. Il faut surveiller. Exactement. Minimalement, ça, c'est bien important. Ensuite, des classiques, là, il peut y avoir des bris sur du revêtement, donc des fois revêtement de vinyle, des roches, des balles, des choses qui ont brisé. On veut toujours garder notre revêtement extérieur le plus étanche possible, bien qu'on le considère non étanche. Donc, lorsqu'on déconstruit notre mur, on va avoir notre revêtement, on va avoir un espace d'air, on va avoir la membrane, le pare intempérie. Donc, c'est cette membrane-là qui est le plus important, mais on veut avoir notre revêtement le plus étanche. Donc, oui, on fait des petits remplacements, on corrige, on veut garder notre revêtement étanche. Ça aussi, c'est très, très fréquent là, d'avoir certains bris. Troisième point, toujours au niveau de notre enveloppe, notre extérieur, fissure dans la maçonnerie. Donc, évidemment, sur un vinyle, on ne le verra pas vraiment, mais au niveau de la maçonnerie, la brique nous parle, la maçonnerie nous parle. Donc, des fois, ça peut être le prolongement simplement d'une fissure de fondation qu'on avait déjà vue avec une légère... en fait, ça va se prolonger dans la maçonnerie tout simplement. Ça peut aussi être des fois simplement une problématique au niveau d'un linteau. Donc, c'est vraiment ce qui va être le support de charge au niveau des portes, des fenêtres, qui peut avoir un léger mouvement. Donc, encore là, tout comme au niveau des fissures de fondation, c'est vraiment la nature, la forme, le nombre, la largeur qui va déterminer si on peut être en simple surveillance, correction ou si on va pousser un petit peu plus loin pour être capable de trouver la cause exacte. Ce n'est pas quelque chose qui arrive à toutes les maisons de briques, bien sûr, mais c'est important là, quand même là, d'en prendre en considération. La brique nous parle, comme on disait. Puis les joints de mortier doivent-ils être refaits, là, disons, après tant d'années ou... C'est pas nécessairement après tant d'années, parce qu'encore là, ça va toujours dépendre du type de mortier, du type de composante utilisé, l'entretien qui va avoir fait au fil du temps. Est-ce que mon revêtement est protégé par des balcons ou il est toujours à l'abri, il n'est pas à l'abri des intempéries? Donc, tout ça va jouer. Mais c'est sûr que plus mon bâtiment va être âgé, si on prend par exemple là, une brique, les années 20, 30, 40, c'est sûr que les composantes, avec le temps, c'est ce qui va devenir le plus friable. Puis oui, éventuellement, on va avoir besoin là, de refaire ce qu'on appelle un rejointement. Okay. Un maçon, il va vraiment venir gratter, il va remplacer. Donc, ça aussi, c'est le genre de choses qu'en inspection, on va gratter, on va dire, oh, ici, non, il est encore super beau, il est rigide, il est solide, mais la brique est vraiment quelque chose de très durable. Les joints avec les années, mais on ne parle pas là, d'un remplacement aux 20 ans ou aux 50 ans, c'est vraiment encore là. Du cas par cas. Ouais, c'est toujours ça. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de la maçonnerie. Ensuite, tout ce qui est, et ça, 100% des inspections. Il n'y a pas une inspection qu'on n'en parle pas. Tout ce qui est joint de calfeutrant, donc au niveau de le bon caulking en québécois, les barres de fenêtre, les barres de porte, toutes les ouvertures. Donc, souvent, c'est soit absent, c'est sec, c'est fendillé. Donc, annuellement, faites une tournée au niveau du bâtiment. On vérifie là, nos ouvertures. On l'a dit tantôt, ça fait partie du revêtement qu'on veut garder étanche. Ouais. Je me souviens d'avoir vu ça dans tous les rapports. C'est vraiment, c'est vraiment le constant. Souvent, à la blague, on va dire qu'on s'achète une maison, ça vient aussi avec une caisse de joints de calfeutrant. Il faut qu'on fasse le tour. C'est souvent négligé parce que ce n'est pas nécessairement le travail le plus intéressant là, à faire, mais c'est important. Ouais. C'est bon au niveau de l'enveloppe? Oui, parfait. Par la suite, tout ce qui est balcon, terrasse, patio, point numéro 1, on ne sera pas surpris, mais c'est beaucoup ce qu'on parle installation artisanale. Ouais. Donc, souvent, le bâtiment, oui, peut être fait par un professionnel, mais des fois, on va faire ou refaire. Quand il arrive en fin de vie, on va refaire un balcon en famille, mon oncle, ma tante, les parents. Il y a des points que c'est plus ou moins grave, mais qu'on doit quand même là, relever tout simplement là, au niveau de nos clients. Le point le plus important, évidemment, c'est toujours tout ce qui est fixation au bâtiment. Parce que c'est sûr qu'on peut faire un balcon qui est indépendant ou une terrasse qui est indépendante, mais la grande majorité du temps, on est fixé au niveau du bâtiment. Donc, la fixation est importante, surtout si à l'autre extrémité, on avait choisi de ne pas mettre des pieux vissés ou des sonotubes ou quelque chose qui va être à l'abri du gel. Mais lorsqu'on a un mouvement qui est récurrent à l'extrémité, ça joue sur ma fixation. Donc, souvent, ça va juste être une planche qui est vissée, qui est clouée, ça prend des boulons d'ancrage. Est-ce que c'est grave? On voit notre clouage est où? On a juste à rajouter des bons boulons d'ancrage. Ça devient un to-do list, un projet de fin de semaine, de fin de semaine de demi-journée.
Mais reste que c'est pas complexe, mais ça revient fréquemment. Toujours dans l'artisanal, on parlait de la fixation. Ben, les autres problématiques, souvent, c'est justement l'utilisation de vis carrément au niveau de la structure. Des belles vis vertes ou brunes. Ben, en structure, normalement, on va parler de clous, on va parler de support, des étriers, les petits U métalliques pour soutenir la structure. Rien de complexe. De prendre le temps de le faire, de mettre des clous, des vis, etc. Et on revient avec le même mot que tantôt, le solin. Donc, notre gestion au niveau de la fixation du mur, du bâtiment, quand on n'a pas notre bonne gestion des eaux, si on devient qu'une petite contrepente, bien là, à ce moment-là, on ramène notre eau vers notre solive de rive, vers le bâtiment. Ça aussi, c'est des choses qui, lorsqu'on est plus artisanal, bien, la gestion de l'eau, on est moins à l'aise. Est-ce qu'on met des membranes? Est-ce qu'on n'en met pas? On ne le sait pas, fait qu'on y va comme on pense. Puis là, on peut avoir des infiltrations d'eau, puis encore là, de la dégradation, des problématiques qu'on ne voit pas toujours tout de suite. Hein. Notre sous-sol, il est fini, on ne le sait pas, c'est quand que c'est rendu un peu plus grave. Ouais. Donc, si j'achète une maison, c'est déjà comme ça, il y a quand même une manière de venir corriger tout ça, là. Tout se corrige tout le temps, moyennant un certain investissement. Ouais. Donc, on revient au même principe que le solin tout à l'heure. Quand c'est un revêtement de vinyle, ben, c'est quand même relativement facile. On le déclipe, on a accès à nos composantes. Ouais. Quand c'est un revêtement de bois, bon, ça prend un petit peu plus de dextérité, de connaissance. Un bon entrepreneur va pouvoir faire un beau travail sans tout avoir à remplacer le revêtement. Mais encore là, tout dépend justement des composantes, mais tout se corrige. Moyennant des travaux. Ouais, c'est ça. C'est toujours ça. Puis bon, on parlait de structure des solins, la fixation, les assises, donc beaucoup aussi justement, donc les assises, on parle du support. Donc, à l'autre extrémité, lorsque le bâtiment est déposé au sol, oui, on peut mettre ce qu'on appelle des deck blocs ou des blocs de béton juste en surface, mais c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri du gel. Hein? Donc, les mouvements possibles, il existe maintenant des sections ajustables métalliques qu'on va pouvoir ajuster quand même la hauteur. L'idéal va quand même toujours être soit un pieu vissé, un pilier de béton, quelque chose à l'abri du gel. Le risque au niveau dans le fond, des blocs de béton ou tout ce qui est en surface, ou même des fois juste une dalle au sol avec une colonne dessus, c'est qu'il n'y a pas d'ajustement. Et si jamais mon sol gonfle, bien là, je me retrouve avec un balcon qui va ramener mon eau vers le bâtiment. Donc, d'où l'étanchéité qu'on parlait tout à l'heure. Donc, c'est souvent des choses qu'on voit. Est-ce que d'emblée, demain matin, il faut qu'on remplace le perron complet? Non. On peut couper une colonne, mettre une section ajustable, ou prévoir l'ajout de pieux vissés si on veut avoir l'esprit tranquille pour plusieurs années. Encore là, ce n'est pas non plus des travaux qui sont énormément coûteux, mais c'est des choses à avoir en tête graduellement dans le temps, là, tout simplement. Et le point de sécurité, nos fameux garde-corps. Ouais. Les barreaux trop larges, juste du treillis. C'est ça. Juste absent. Absent, du treillis, les hauteurs sur le bord des piscines. Donc, c'est toutes des choses qu'on souvent dans nos rapports, ça va être du danger potentiel. Oui, le danger est là, on le mentionne. Mais rendu là aussi, ben, on peut facilement corriger. C'est un garde-corps, c'est un investissement qui devient un to-do list, mais que le danger est là pour des jeunes enfants, pour les occupants là, ou autres. Ouais. Excellent. Ça vous va pour ça? Ben, numéro 1. Donc, dans tout ce qu'on vient de mentionner, on était vraiment souvent relié à de l'artisanat. Donc, fait par des propriétaires et ou leur entourage. Surtout le balcon. C'est ça, exactement. C'est vraiment là. On était à l'extérieur, on a parlé des balcons. Maintenant, on peut parler de tout ce qui est aménagement là, au niveau autour de la propriété. Le point qui revient le plus fréquemment, c'est tout ce qui est gestion d'eau, donc les pentes de terrain. 1, 2, 3 côtés qu'on appelle, qui est souvent en pente négative. Donc, ça veut dire qu'on ramène l'eau vers le bâtiment. On veut avoir une pente positive, qu'on éloigne l'eau du bâtiment au moins sur un 5-6 pieds, 1 pouce par pied. Donc, ça, c'est vraiment l'idéal. Pourquoi? Lorsqu'il y a une grosse pluie, orage, peu importe, une grande quantité d'eau qui tombe, bien, ce que le sol ne peut pas absorber, le ruissellement, on veut l'éloigner de la propriété. Si on est en pente négative, tout ce volume d'eau-là va venir couler vers le bâtiment, va couler sur la fondation, et là, bien, va couler tranquillement vers tout ce qui est système de drainage et tout ça. Si on a des fissures, micro-fissures, on vient d'y ramener un volume d'eau. Donc, de faire une saine gestion des eaux, donc des pentes positives, et par la suite, le point suivant, puis par le fait même, il est relié, bien, les dégagements avec le haut des fondations, avec le bas des fenêtres, avec le revêtement, si on est capable de remonter le terrain pour avoir notre pente positive, c'est numéro 1. Si on est déjà le sol qui, exemple, a juste un pouce en bas du niveau de la fenêtre, puis il faut que je remonte mon terrain juste d'un petit 4 pouces pour avoir une belle pente positive, je n'ai pas l'espace, bien, ces dégagements-là reviennent beaucoup. On va dire, on peut rajouter une margelle pour vraiment être capable juste d'avoir
mon espace en dessous de la fenêtre, mais me permettre à côté de remonter un petit peu mon terrain. Souvent, on va l'appeler une margelle de propreté. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir un gros drain dans le fond parce qu'on veut juste aller chercher quelques pouces. C'est sûr que si je remonte mon terrain de 18 pouces, ben là, ma fenêtre va être dans le sol. Là, c'est vraiment de respecter les normes au niveau du dégagement, les profondeurs de margelle, le drainage. Mais lorsqu'on est vraiment en travail de surface, ben à ce moment-là, une margelle de propreté peut faire le travail. Elle peut être métallique, on peut la faire en pierre, on peut la faire en bloc, on peut la faire en différents matériels. En béton. Ben, en béton, en bois, qu'il y en a qui vont mettre, mais qui vont mettre des membranes parce que on sait qu'on va enterrer le bois. Le bois, ben, dans le sol, va se dégrader plus rapidement. Il y a des essences qu'on peut prendre. Mais tout ce qui est dégagement, pente, gestion d'eau à l'extérieur, c'est les points qui reviennent là, le plus fréquemment. Puis est-ce qu'il y a des gouttières aussi? Tu sais, souvent, mais je pense qu'on voit les gens qui laissent couler la gouttière là, le long de la... Très bon point pertinent. Là. C'est sûr et certain on vient de le mentionner, il faut éloigner l'eau du bâtiment. Donc, même juste une gouttière, pensez, on prend un plein pied, il y a une gouttière de 34 pieds, 38 pieds, peu importe, puis on a une descente de gouttière, ça en fait du volume d'eau. Donc, quand on n'a pas de rallonge ou qu'on n'éloigne pas l'eau du bâtiment, mais c'est énormément d'eau à un endroit sur le bord de la fondation. Donc, à long terme, ben, si on a une fondation qui est un petit peu plus âgée, ben, on peut avoir un imperméabilisant qui fait moins son travail à l'extérieur. Mon béton peut absorber le surplus d'humidité. Bien là, créer un paquet d'autres signes ou problématiques intérieures. Donc, gérer l'eau extérieure. L'eau, depuis tantôt qu'on en parle, on a parlé au niveau de l'enveloppe, c'est l'ennemi numéro 1 du bâtiment. Donc, il faut absolument toujours réfléchir, penser à notre eau, comment qu'on la gère. Donc, tout projet d'aménagement, on fait une nouvelle plate-bande, on prévoit, est-ce que je vais nuire à mon bâtiment? Comment je vais gérer mon eau? Je fais juste remettre de la terre? Il faut juste toujours se questionner mon eau et est-ce que je nuis à mon bâtiment? C'est vraiment des choses qui sont importantes. À long terme, c'est la prévention, puis c'est ce qui va sauver le bâtiment de plus grandes problématiques. Super. Numéro 1. On a fait un petit topo extérieur. Là. On a parlé un peu de structure, on a parlé des fondations, les balcons, l'aménagement. On rentre en dedans? On peut rentrer en dedans, exactement. C'est en plein ça, tu me voyais venir. Électricité. C'est pas... Je dis oui, je peux aller à mon point électricité, mais finalement, c'est un point électrique dehors. OK. Juste avant de rentrer, on ressort finalement. Au niveau, dans le fond, des anomalies extérieures, ce que les gens oublient souvent d'entretenir, c'est vraiment la ligne d'alimentation au niveau du bâtiment. Donc, dans le fond, la ligne principale, le fournisseur va l'entretenir au fil des années, mais la ligne qui est branchée sur le câble, la ligne principale jusqu'à la propriété, c'est sous la responsabilité du propriétaire. Donc, lorsqu'on a des gros arbres qui ont poussé avec le temps, c'est important de bien l'entretenir. Est-ce qu'on fait ça nous-mêmes? Ben non. On fait appel à un émondeur, c'est important. Les dégagements, puis c'est sûr et certain qu'on va tout de suite prévoir un bon dégagement. Si on fait juste couper un 30 cm autour, ben dites-vous que 2 ans après, il faut le rappeler. On essaie on fait un bon dégagement, exactement, de manière sécuritaire. Et souvent, dans nos rapports, ben, on va le mettre carrément en entretien régulier. Pourquoi? Ben, 5 ans après, ça revient. Ça va être. C'est encore là. Mais c'est important, justement, ben, des fois, de lever, regarder toutes nos composantes. Ben oui, c'est beau. Il faut que je le fasse. On fait un appel, puis c'est important. C'est bon. La fixation du mât électrique, c'est des niaiseries, mais souvent, on va juste voir 1 ou 2 brides de fixation. C'est un terme technique. On va parler du U qui fixe le mât électrique au niveau de la propriété. On serait supposé en voir 3. Des fois, il y en a de cachés par des revêtements. Des fois, c'est juste des petites vis. Ça devrait toujours être des bons boulons d'ancrage. Est-ce que ça fait qu'on revient d'abord qu'on n'achète pas de maison? Ben non, c'est un to-do list. Ça arrive facilement. Mais souvent, il y a un paquet de to-do list comme ça qui vont être dans le rapport, puis qu'on va corriger au fil des mois, au fil des années, puis c'est d'être conscient. C'est sûr que si mon mât électrique est penché, il est incliné, je vais le faire beaucoup plus rapidement que si mon mât est droit, il est beau depuis 35 ans. Donc, c'est un petit peu le topo. Ensuite, là, on peut rentrer à l'intérieur au niveau de mon électricité. Je fais un tour tantôt. Les anomalies de branchement au niveau des prises électriques. Donc, c'est sûr et certain que souvent, ça va être des indicateurs que ce n'est pas nécessairement un électricien qui est venu faire le travail. Donc, quand on va dire on a nos polarités qui sont inversées, donc fil blanc, fil noir, qui sont simplement pas sur les bonnes vis, qui ne sont pas à la bonne place. Une mise à la terre qui est absente. Donc, ça ne veut pas dire que le câblage n'a pas son 3e brin, la mise à la terre, mais ça peut vouloir dire que la prise comme telle est mal connectée dans la boîte ou sur le circuit. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui reviennent fréquemment. On dit toujours aux gens qu'on devrait le faire vérifier par un électricien. On peut emmagasiner tous les petits travaux électriques, le remplacement des prises, etc., puis on le fait faire en même temps. Mais ça, à l'intérieur, au niveau électrique, c'est vraiment la chose qui revient le plus.
Ça peut être dommageable pour les appareils électriques? La grande majorité des appareils, non. Ça va donner du courant pareil. Mais c'est sûr que si on a une grosse console, un ordinateur ultra haut de gamme, des fois des petites variations et tout ça, quand l'électricité n'est pas by the book, ça pourrait être dommageable. C'est sûr que tout ce qui est mis à la terre, là, c'est absent. Mais là, c'est oui par rapport à la sécurité autant des appareils que des occupants. Donc, à ce moment-là, oui, on veut le corriger, là, que ça soit by the book. Un petit résumé de l'électricité, évidemment. Il y a d'autres choses qu'on voit fréquemment dans le panneau, des ouvertures, certaines choses comme ça, mais ça, c'est vraiment les points là, les plus fréquents. Comme on dit, là, on fait une petite liste de 14, 15, 16 points. C'est un survol, mais dans la réalité, on peut avoir 2-3 000 constats différents. Ouais. Pas tous dans le même rapport, mais dans nos choix lorsqu'on fait. Mais les rapports sont longs et exhaustifs quand même. Là, Oui, on essaie de toujours faire un topo qui est très, très complet. En inspection, on peut faire une petite parenthèse, mais notre rôle va être de lever justement les points qui sont plus à problématique, à surveiller, à corriger en réparation urgente. On a un paquet là, d'ordre de constat qu'on peut mettre. Mais tout ce qu'on va voir, un bon inspecteur va le mentionner, même les choses mineures. Donc, c'est sûr que pour le client, c'est important de lire le rapport aussi comme on va présenter les choses. Donc, si c'est un to-do list, il faut qu'on le lise comme étant un to-do list. Puis si c'est quelque chose qui est important, que c'est une expertise, une réparation urgente, cette affaire est en priorité. Donc, petite parenthèse, mais oui, de bien lire le rapport, puis ça devient... On peut avoir à ce moment-là, le rapport sert pour avoir l'heure juste pour l'achat ou non, mais va aussi servir de plan d'entretien pour les années à venir. Oui, vous dites souvent ça. Oui, puis on va pouvoir le transférer au prochain propriétaire. Si on pense revendre la maison dans, je sais pas moi, 2 ans, 3 ans ou peu importe. Oui, là, mais tous les points qu'on a faits, on les a cochés. Fait que ça peut rassurer l'acheteur. C'est en plein ça que j'allais dire. C'est qu'on dit aux gens, oui, vous en servez pour l'achat, mais par la suite, mettez-le pas sur une tablette. Sortez-le année après année, puis oui, c'est vrai, il m'avait mentionné ça, on va le faire cette année. On marque la date, on regarde des factures, on le fait corriger par un professionnel, on monte un beau dossier, puis après ça, oui, lors d'une revente, 2, 3, 4, 5 ans après, là, le nouvel acheteur, il voit le sérieux d'eux, puis on a fait les choses, puis on a les factures, puis ça devient un beau document référence là, par rapport au bâtiment. La petite parenthèse. Mais c'est important de la faire, je pense. C'est ça. Au-delà de juste les points, c'est un petit peu le rôle d'inspecteur et tout ça. Donc, on dédramatise un petit peu là, au niveau de l'inspection. Plomberie. C'est un petit peu le même principe que d'autres choses qu'on a parlé, beaucoup de modifications artisanales. Donc, on a décidé de changer des robinets, on a coupé plus court. Des fois, dans la plomberie d'amener, on est allé juste chez Rona. C'est pas nécessairement toujours les bonnes choses, les bonnes valves, les contrepentes au niveau de l'évacuation. Donc, c'est pas des choses qui sont nécessairement graves d'emblée. Mais quand on a une installation artisanale, le risque est que la durée de vie peut être diminuée. On n'est plus à risque d'avoir des fuites, des problématiques. Il faut en être conscient. Il faut qu'on porte une attention encore plus particulière. Mais oui, l'inspecteur va dire qu'on devrait toujours le faire corriger par un plombier. On veut toujours ramener aux professionnels. Donc, c'est ce qui est le plus important. Puis j'ajouterais même, on a parlé d'électricité juste avant, quand on a des indices qu'il y a quelqu'un qui a touché à ça et qui n'était peut-être pas qualifié, il y a peut-être des choses qu'on ne voit pas et qu'on n'est pas capable de déceler autant pour la plomberie que l'électricité. Je pense que c'est important de faire venir ces professionnels-là quand l'inspecteur a relevé des problématiques. Tout à fait. On vient de parler, ces deux corps de métier-là, donc les risques de fuite, donc de dégâts d'eau, de problématiques. Puis au niveau de l'électricité, c'est la santé, la sécurité, les incendies, etc. Donc c'est des choses qui sont vraiment importantes. Là. Tout à fait. Une question d'assurance aussi. Peut-être que l'assureur pourrait refuser de dédommager Bonne le propriétaire. Question. Mais ça, je m'avancerai pas. Je ne suis pas un courtier, je ne suis pas en assurance. Non, c'est mais c'est ça. Ça sera pour une autre personne. On entend des histoires, mais là, ce que c'est des légendes urbaines, je ne le sais pas. À valider qu'un électricien. Donc, au niveau de la plomberie, là, c'est vraiment principalement ça, l'artisanal. Comme je vous mentionnais tout le temps, il y a plein d'autres points, mais c'est vraiment le point là, qui est le plus fréquent. Au niveau isolation, là, je vais parler vraiment de mon côté personnellement, Claude Couture. Donc, je suis aussi thermographe. Donc, on utilise aussi une caméra thermique au niveau de nos inspections. Donc, ça nous permet, c'est pas un rayon X, ça nous permet vraiment quand même d'aller chercher un paquet d'informations supplémentaires. La petite parenthèse par rapport vraiment à l'isolation, c'est qu'on peut aussi parler de fuite de plomberie, des composantes humides, donc ça, c'est un gros plus. Mais on va souvent avoir également des problématiques au niveau de l'isolation, surtout lorsqu'on est l'hiver et qu'on a un grand différentiel de température, on va le voir. Donc, des fois, on a ce qu'on appelle un toit sandwich, donc on n'a pas d'accès, il n'y a pas vraiment de grenier, c'est un toit plat. Mais le seul moyen de réellement apprécier, ça va être avec un peu la caméra thermique où là, on peut vraiment avoir des différentiels de température, des endroits qui sont tous égaux, puis tout d'un coup, il y a un gros trou dans le
milieu, un rond, peu importe, que c'est beaucoup plus froid. Alors, on va pouvoir utiliser les détecteurs d'humidité pour valider est-ce qu'on est en eau ou c'est vraiment de l'isolant qui est plus problématique. De l'air, dans le fond. Oui, ça donne de l'information. Ouais. Puis même pour une propriété où on aurait un comble, un grenier qui est habitable, pas habitable, mais accessible, déjà, en ayant fait la vérification thermique avant d'aller dans le grenier, ça nous permet de dire, OK, dans ce coin-là, on va porter une attention particulière. Parce que, tu sais, des fois, avec le volume d'isolant, il n'est jamais égal. Hein? Puis là, on se questionne, mais là, ça nous permet vraiment d'aller chercher là, cette information-là. Puis au niveau de l'isolant, c'est sûr qu'il y a des choses qui reviennent un petit peu plus fréquemment, mais quand on parle d'une propriété plus âgée, oui, on n'a pas les standards d'aujourd'hui. Ouais. C'est normal. Mais on peut quand même le mentionner à notre client de dire l'isolation est minimale, elle est correcte pour le temps, mais à long terme, vous allez le gagner en efficacité énergétique de prévoir éventuellement là, ces travaux-là. En rajouter. En rajouter, exactement. Toujours en prenant soin de garder notre ventilation qui est importante au niveau du grenier, de ne pas obstruer tout ça. Ouais. Mais c'est quelque chose qui se fait dans la grande majorité des bâtiments assez facilement. Donc, surtout quand on a une bonne pente, qu'on a un bon espace pour travailler, là, ça se fait quand même assez facilement. Je ne sais pas si tu l'avais noté, je ne sais pas si tu veux en parler et t'avancer là-dessus. Vermiculite, ici au Québec, c'est sûr que ça revient peut-être un petit peu plus souvent qu'ailleurs, mais... Oui, on peut en parler. Ça ne sort pas dans les 10 points, évidemment, les plus importants, parce que la laine, la cellulose, c'est vraiment des isolants là, qui sont plus fréquents. Mais oui, c'est un isolant qu'on peut avoir là, dans nos greniers, dans nos combles. Un isolant qui peut contenir de l'amiante, en fait. Donc, c'est vraiment... Et on dit le mot « peut », parce qu'il y a un certain pourcentage qui n'en a pas nécessairement. Le seul moyen réellement d'avoir la confirmation, c'est une analyse en laboratoire. Donc, c'est sûr que lorsqu'on arrive face à face avec la vermiculite, on fait un prélèvement, on le mentionne, puis on devrait valider. Ça devient plus un enjeu financier. Santé Canada va mentionner que tant et aussi longtemps qu'on ne le brasse pas, qu'on ne joue pas dedans, qu'on ne respecte pas les petites fibres, la poussière, il n'y a pas de danger. Hein. C'est dans le grenier, c'est souvent le grenier est fermé, on ne va pas jouer là. Mais c'est important de le savoir parce qu'on vient de le mentionner, c'est plus un enjeu financier. On ne se cachera pas que ça peut être quand même un petit peu plus coûteux de faire retirer l'isolant, mais après ça, ce n'est pas juste le retirer, il faut aussi réisoler et tout ça. Donc, ça fait partie là, d'une même intervention. Super. Une belle quand même là, parenthèse là, par rapport à ça. Quand on en a dans les comptes, des fois, on peut aussi faire une petite recherche. Est-ce qu'on l'a au niveau des murs? Est-ce qu'on l'a au niveau du sous-sol? Ça nous permet d'aller chercher là, une information. Si jamais il n'y a pas d'amiante dedans, on passe un très bon isolant comme un autre. Et c'est important en tant qu'inspecteur de ne pas juste dire « OK, j'ai de la laine en surface. On tasse la laine, on tasse l'autre isolant parce qu'il peut avoir eu... » On lève parce que des fois, la vermiculite, ça peut être caché dans le fond puis on peut avoir eu 1, 2, 3 autres types d'isolants par-dessus. Donc, on veut vraiment là, aller voir dans le fond pour toujours protéger le client là, par rapport à ça. Puis regarder à quelques endroits aussi, parce que dans un endroit, il peut en avoir eu, puis dans l'autre coin de la maison. Oui, exactement. Souvent, là, on va être à 3, 4, 5 endroits où on va tâter. Des fois, c'est juste sur le bord de la trappe. Oh non, ça a été retiré, mais sur le bord de la cheminée, il y en a. Il y en a encore, c'est ça. Donc, c'est important là, oui, de jeter un œil partout. Ça fait partie des choses là, qu'on veut faire là, de notre côté en tant qu'inspecteur. On est allé dans le grenier. Finalement, on va revenir juste à l'intérieur du bâtiment. Donc, encore là, beaucoup des fois, on a parlé du mot artisanal, là, mais de finition plus artisanale. Simplement, des fois, les moulures, les cadrages, les plaintes, ça devient principalement esthétique. On n'aime pas, on le refait faire, on le refait, mais c'est des points qui reviennent beaucoup. Les gens ont fini, les coins sont ouverts, c'est pas du 45. Mais bon, c'est comme on vient de mentionner, ça revient principalement esthétique, mais ça nous donne comme indication que c'est un propriétaire qui a fait des travaux. Mais à l'intérieur, le risque d'avoir de l'eau, le risque d'avoir... c'est du revêtement, exactement, c'est du revêtement. Donc à ce moment-là, c'est quand même pas dramatique. On parlait de mouleux cadrage, mais aussi les planchers. Ça aussi, ça revient beaucoup. Puis des fois, on a fait des travaux, on a fait le sous-sol nous-mêmes, on ne voulait pas engager un gars pour tirer les joints, un tireur de joints. Avec le lame de poche, des fois, on voit que c'est très artisanal, mais on revient exactement au même point. C'est esthétique. C'est des finitions intérieures. On n'aime pas, on remplace, on fait tirer les joints. Ça fait partie de la réalité, mais ça revient assez souvent au niveau de propriété. Des travaux un petit peu comme ça. Les autres choses qu'on peut voir à l'intérieur,
l'intérieur, évidemment, on en parle un petit peu tout à l'heure au niveau des fondations et tout ça, ou même du grenier, mais des cernes, des signes d'infiltration d'eau, que ce soit au niveau du sous-sol. Et là, on peut englober aussi taches noires, moisissures, etc. Parce que souvent, un va venir avec l'autre au niveau là, de l'humidité. Ça aussi, évidemment, là, ça peut revenir. Ça ne revient pas toutes les semaines, puis on se croise toujours les doigts pour ne pas en trouver, mais quand on en trouve, ben, tout le monde est content dans le sens où l'acheteur est rassuré. Ben, il est rassuré. Il l'a vu. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? On prévoit les travaux. Ça ne sera pas une surprise dans 3 mois que finalement, il y en a beaucoup. Donc, ça revient là, quand même là, fréquemment. Encore là, on veut toujours trouver notre cause. Ouais. Est-ce que c'est suite à une infiltration de la fondation? Est-ce que c'est un problème de drain? Est-ce que c'est une fuite de plomberie? Est-ce que ça vient de la toiture? On veut toujours trouver notre cause là, lorsqu'on a pour régler le problème à la source. Toujours, parce qu'on a beau dire « Hey, on refait notre mur, on enlève ce qui est dégradé, puis on repeinture. » Ça va revenir. Ça va revenir. Il faut toujours aller à la source, puis c'est super important. Ensuite, l'autre chose qu'on peut voir à l'intérieur, ben, des indices de désordre au niveau de la structure. Donc, ma structure de plancher, au niveau des murs, etc. Donc, c'est souvent à l'intérieur qu'on va pouvoir avoir nos indices. Que ça soit de la fissuration au niveau de notre gyps, au niveau de notre plâtre, au niveau de nos murs, au niveau de nos portes qui coincent, qui frottent le plancher. Ouais, le niveau des planchers. Le niveau, exactement. Donc, c'est sûr et certain qu'on ne se cachera pas qu'on peut avoir un élastique un peu plus grand entre un bâtiment 2015 et un bâtiment qui est centenaire. Ouais. Mais si on est actif, on est actif. Donc, c'est quand même important là, de bien le mentionner. On peut avoir de la petite fissuration qui est linéaire, qui est droite, qui peut ne pas être problématique. Il ne faut pas oublier que c'est souvent une construction de bois qui va se gorger d'humidité au niveau de l'été, qui va sécher en fonction des saisons. Mais ce qui va être oblique, ce qui va être ouvert, c'est des indices quand même là, de désordre structurel. Puis là, on vient de dire un gros mot, désordre structurel. Des fois, il manque une colonne. Il y a une colonne qui est juste pas assez forte. Des fois, c'est une portée des solives. Donc, mon point A, point B, c'était pas nécessairement la bonne. Encore là, tout se corrige. Des fois, en structure, ça peut être un petit peu plus coûteux, mais des fois, ça peut être très, très simple aussi. L'important, encore là, ça va être de déterminer exactement la bonne cause de notre fissuration. Donc, c'était vraiment là, pas mal les 3 points là, intérieurs. Comme depuis le début, on le mentionne. C'est sûr qu'il y en a d'autres, il y en a plein, mais on essaie toujours d'y aller avec un certain nombre là, aujourd'hui au niveau de la présentation. Dernier point, au niveau des sections, tout ce qui est sécurité, au niveau, dans le fond, du bâtiment, en fait, au niveau des occupants, ben, ce qui est détecteur, donc détecteur de fumée, souvent, c'est pas remplacé, c'est âgé, c'est un 10 ans de durée de vie. Par la suite, que ce soit au niveau batterie, au niveau sensibilité ou autre, on veut remplacer. Donc, on porte une attention particulière à ça. C'est important qu'il soit fonctionnel. Il y a un incendie, on veut pouvoir sortir. On le voit dans les nouvelles, à tout champ. Il y en a qui n'ont pas sorti ou qui n'ont pas sorti à temps ou de justesse. Donc, c'est vraiment important. Ouais. Et de protéger au niveau du monoxyde de carbone aussi. Donc, dès qu'on a un garage qui est attaché à la propriété, qu'on a une combustion, que ça soit au niveau du système de chauffage, un poêle au bois, une combustion d'un système auxiliaire, on veut avoir nos détecteurs là, de monoxyde de carbone. À l'époque, on disait qu'on en veut un vraiment au niveau du plancher où l'appareil était. Moi, ce que je mentionne tant qu'à ça, c'est d'en avoir un à chaque étage de la propriété. Ouais. Le monoxyde va se promener au gré de la circulation d'air dans la maison, de la pression, etc. Donc, d'en avoir un, ça ne coûte pas grand-chose. Et là, c'est sûr que je parlais plus d'un bâtiment plus âgé, parce que dans les bâtiments récents, bon, on en a dans toutes les chambres, etc. Oui, c'est ça. Fait que, minimalement, de se protéger, mais de protéger nos occupants, notre famille au niveau de la propriété, là, ça ne coûte pas grand-chose, c'est pas dispendieux, puis ça fait toute la différence du monde si jamais il y a un sinistre. On parlait de gaz, là, je viens de penser à ça parce que dans les dernières années, on en parle beaucoup, on a eu des formations là-dessus aussi. Le radon, détecteur de radon, etc. Je ne sais pas trop exactement comment ça fonctionne. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu plus. Oui, tout à fait. On en parle, en fait, il y a plusieurs années, on n'en parlait à peu près pas, mais maintenant, bon, on va parler de l'Estrie ici. Ben, on sait qu'on est une des régions, là, avec Sherbrooke, Roquefort-Est, qu'on en a. Donc, c'est sûr qu'en inspection pré-achat, on va plus sensibiliser les gens à cette possibilité-là d'en avoir, mais de là à faire le test, ce qui est recommandé, c'est vraiment un test sur plusieurs mois. Ouais. Donc, plus le test va être court, va être en quelques jours, ben, il peut être moins fiable. Ouais. Donc, souvent, c'est lorsqu'on est rendu dans la propriété pour avoir vraiment 2, 3, 4 mois, là, ce qui est vraiment idéal. Et c'est vraiment un test qui est important d'être fait, en fait, automne-hiver. Donc, entre le mois d'octobre et le mois d'avril. Parce que si on le fait l'été,
on ouvre les fenêtres. Oui. C'est ça, les concentrations, les lectures ne seront pas bonnes, alors que l'hiver, tout est fermé. C'est toujours au niveau du sous-sol qu'on veut faire nos tests, nos prélèvements. On peut commander nos dosimètres. Dans le fond, il y en a des entreprises spécialisées, il y en a au CAA également. On peut les commander. On les laisse, on suit les instructions, on les laisse au niveau du sous-sol. Ils prennent les lectures, on les envoie dans un laboratoire pour analyse, puis on va avoir nos résultats. Au besoin, s'il y a une concentration qui est plus élevée, il y a des entreprises spécialisées qui peuvent vraiment là, installer les systèmes pour ventiler, en fait, capter les gaz en dessous de la dalle de béton et les sortir à l'extérieur avant que ça s'accumule au niveau là, du sous-sol. Ouais. Donc, c'est une belle parenthèse. Comme on mentionnait, on n'en parlait pas il y a quelques années. Maintenant, on met toujours un point d'information pour on essaie d'en parler là, dans nos inspections. Surtout quand il y a des gens qui travaillent à la maison, puis là, le bureau est dans le sous-sol, on passe un petit peu plus de temps. Oui. C'est important de le savoir. Super. Okay. Ça fait un petit peu le tour des principaux points. Et évidemment, on peut sortir une liste exhaustive, incroyable, mais au moins, ça fait la tournée. Là, souvent, ce qui est là, ça revient dans la majorité d'inspections dans une semaine. Ouais. Oui, c'est sûr, on aurait pu en parler pendant des heures. C'est super intéressant. Après 10 ans, on a vu des cas, puis il y a des cas qui sont arrivés juste une fois, puis il y a des cas qui reviennent fréquemment. Ouais. Merci, Claude. On avait des auditeurs qui nous ont envoyé une couple de questions, fait qu'on va te les poser. Oui, certainement. Donc, la première question, c'est, je m'y connais beaucoup en construction. Quels seraient les avantages de faire affaire avec un inspecteur en bâtiment? J'imagine qu'il voudrait peut-être faire l'inspection lui-même, mais c'est ça. Quels sont les avantages de... Je dirais que le plus gros avantage, c'est que nous, on fait ça tous les jours de notre vie et on cherche vraiment des signes, des indices qu'on peut avoir une problématique autre. Donc, même un entrepreneur va regarder son bâtiment de manière différente. J'ai des clients entrepreneurs qui sont des clients réguliers, puis des fois, je vais leur amener un point, ils vont dire, voyons, je ne l'avais pas vu de même. Donc, ça amène un autre œil et surtout, on est zéro émotif dans la transaction. Donc, même si la personne a des bonnes connaissances, elle veut pas, elle peut minimiser certaines choses en faisant son inspection parce qu'elle veut la maison ou autre. Donc, on est détaché, ça ne coûte pas grand-chose. Il y a un beau rapport qui est là. Puis on regarde vraiment le bâtiment de manière différente. Donc, c'est sûr que c'est toujours recommandé de procéder à une inspection, ne serait-ce que pour avoir un œil qui est complètement détaché. Et en plus, quelqu'un qui fait ça à tous les jours de sa vie. Oui. Puis en plus, aujourd'hui, dans le fond, il y a beaucoup de maisons qui sont vendues sans garantie légale, au risque et péril de l'acheteur. Puis les institutions financières, quand ils voient qu'il n'y a pas d'inspection là, dans la promesse d'achat, ils vont d'emblée demander qu'il y ait un inspecteur qui passe là, sur les lieux pour s'assurer que la maison est en bon état. Là. Oui, puis autant pour la protection de l'acheteur, c'est sûr, d'emblée, on venait en parler de la sans garantie légale, il y a déjà un certain niveau de risque qui est là qu'on doit assumer, mais c'est d'autant plus important de faire une bonne inspection là, minutieuse pour aller chercher si on a des signes d'un problème plus important qu'on n'aurait pas soulevé. Là. Ah, puis il y a l'assurance responsabilité aussi. Les inspecteurs en bâtiment, ils ont l'assurance. Oui, on va dire la majorité. Okay. Donc, c'est ça. Donc, toi, t'en as une. Moi, j'en ai une. Les inspecteurs qui font partie d'une association reconnue, oui, ils vont avoir une assurance professionnelle. Hein. Le titre va éventuellement être réservé, mais présentement, malheureusement, monsieur, justement, qui est en construction, trouve ça facile. Il a vu 2 inspections, il dit, il m'a fait un site web, puis il pourrait se partir en inspection. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il va avoir une assurance, une bonne assurance, etc. Donc, ça aussi, dans notre choix d'inspecteur, c'est important de questionner. Est-ce que vous êtes membre d'une association reconnue? Êtes-vous formé dans le domaine? C'est quoi l'expérience que vous avez? Avez-vous une assurance professionnelle? On a parlé d'outils aussi. Ça peut faire une différence. Là, oui, quels outils vous utilisez? Moi, j'ai un tournevis. Bon, OK, avez-vous des détecteurs d'humidité? On en a plusieurs. Il y en a qui vont lire en surface. Il y en a qui vont lire en profondeur. Intrusif, non intrusif. C'est tous des outils qu'on a. La caméra thermique, c'est toutes des choses avec le temps, avec l'expérience, les formations continue. Donc, c'est toutes des choses, au moins, avec un membre d'une association, on s'assure d'un minimum là, de qualité. Oui. OK. Deuxième question. Ouais, je te laisse aller. Super. Tu en as parlé un petit peu, tu as dit brièvement. Combien ça coûte une inspection en bâtiment? Là? Le prix d'une inspection va vraiment être établi en fonction du projet du travail. Donc, c'est sûr qu'un plein pied 2015 situé à côté du bureau ne coûtera pas le même prix qu'une maison centenaire de 4000 pieds carrés habitable qui est à 1h30 de route. Ouais. Okay? Donc, c'est vraiment établi un petit peu comme ça. Encore là, c'est très variable. Hein? Les inspecteurs sont toujours des travailleurs autonomes. Donc, on peut avoir
du simple au double pour la même inspection. C'est sûr qu'un inspecteur qui commence va avoir tendance à charger un petit peu moins cher, va avoir des contrats et tout ça. Dites-vous, un peu dans la vie, on en a souvent aussi pour notre argent. Donc, on revient à questionner la formation, l'expérience et tout ça. Est-ce qu'on doit absolument prendre le moins cher? Non. Assurément pas, mais c'est important de vraiment questionner. Je vais toujours encore là parler plus un petit peu pour moi. On va parler entre un 700 et 900 $ en moyenne là, au niveau d'une inspection, là, toujours selon la superficie. C'est sûr qu'un condo, c'est moins dispendieux. Si c'est vraiment un tout petit plein pied de 750 pieds carrés, ben, on va l'adapter aussi. On a des propriétés qui ont plusieurs annexes. Oui, exactement. Garage, donc, le style, est-ce qu'on a des vides sanitaires? Est-ce que justement c'est vendu avec ou sans garantie légale? Il y a 3 greniers. Donc, en fait, on va toujours estimer un petit peu le travail. Donc, est-ce que c'est une inspection de 2h30? C'est une inspection de 4 heures? Je vais avoir un 5 heures, un 8 heures de rédaction? Est-ce que ça va être un dossier qui va me demander beaucoup de suivi avec un client que je vais revoir le rapport de A à Z avec lui au téléphone après? Donc, on calcule un autre heure. Donc, ça dépend vraiment là, du dossier, du type de bâtiment, mais aussi le type de client. Super. Fait que ça oriente un petit peu. Oui, clairement. Ben, je pense que c'est la fin. Merci, Claude. Ben, ça me fait grand plaisir. Beaucoup. Est-ce que tu permets qu'on mette tes coordonnées dans les notes du podcast? Bien, certainement. Je n'ai pas. Ça me fera plaisir là, de donner un bon service professionnel s'il y a des gens qui sont intéressés et surtout de répondre aux questions. Super. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. Comme on vous le disait dans le dernier épisode, en fait, on vous invite à vous abonner au podcast pour pouvoir avoir accès aux épisodes le plus rapidement possible. Donc, vous allez pouvoir être notifié dès qu'ils vont sortir. Comme Claude l'a dit, vous pouvez aller lui poser des questions directement à lui, mais on vous encourage aussi à venir nous poser vos questions là, pour les prochains épisodes. Ça va nous faire plaisir là, de traiter toutes ces questions-là pour que le podcast soit le plus pertinent possible là, pour vous. À bientôt. À bientôt.